Je me suis présenté le jour de mon mariage, mais ma famille était partie. Nous étions occupés avec sa séance photo. Ma propre sœur avait pris ma place. Je suis resté là, en silence. Alors j'ai souri. Et je suis parti. Quand ils ont appelé, me suppliant de revenir, je n'ai pas répondu. J'ai disparu pour de bon. Le prêtre a demandé qui remettait la mariée, et le silence a envahi l'église. J'ai regardé les bancs du premier rang, explicitement réservés à ma famille. Ils étaient complètement vides. Pas en retard, pas coincés dans les embouteillages. Ils étaient à 3 états de là, tenant des parapluies réflecteurs pour la séance photo Instagram de ma sœur. Si vous grandissez dans l'ombre, vous finissez par ne plus vous attendre à sentir la chaleur du soleil. Dans ma famille, le soleil était ma sœur cadette, Anna. Dès l'instant où elle a su marcher, mes parents, Barbara et Richard, l'ont traitée comme un investissement fragile et de grande valeur. Anna était indéniablement belle, grande, blonde, avec ce charme naturel qui pouvait convaincre notre père de lui acheter une nouvelle voiture pendant que je faisais des doubles services dans un restaurant pour payer mes manuels universitaires. J'étais Claire, la personne fiable, la discrète, la fille qui ne causait jamais de problème et qui, par conséquent, nécessitait rarement de l'attention. J'ai rencontré Liam quand j'avais 24 ans. Il était ingénieur en structure, posé, farouchement loyal et totalement indifférent à la superficialité. Quand il a rencontré ma famille pour la première fois lors d'un dîner de Thanksgiving, il a tenu exactement 2 heures avant de m'attirer dans la cuisine. Il avait vu ma mère interrompre mon récit sur une promotion majeure au travail pour déclarer bruyamment qu'Anna avait gagné une centaine de nouveaux abonnés sur TikTok. « Est-ce qu'ils font toujours ça ?» avait murmuré Liam, en essuyant une tache de farine sur ma joue. « Faire quoi ?» avais-je demandé, sincèrement confuse. « Te traiter comme si tu étais la première partie que personne n'est venu voir. » C'était la première fois que quelqu'un validait ce que j'avais ressenti toute ma vie. Liam m'a demandé en mariage 2 ans plus tard, un mardi soir pluvieux, dans notre appartement, entouré de boîtes de plats à emporter. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil. Ce n'était pas pour les réseaux sociaux. Et ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, la réaction de mes parents a été d'une désinvolture glaçante. Nous nous sommes rendus en voiture à leur maison en banlieue. Liam me tenait la main si fort que ses jointures étaient blanches. « Maman, papa » ai-je rayonné en levant ma main gauche. « Nous allons nous marier. » Mon père a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Eh bien, c'est gentil, Claire. Félicitations, Liam. Ravi de t'accueillir officiellement à bord. » Ma mère ne s'est même pas levée. Elle a plissé les yeux en regardant la bague. « Oh, comme c'est mignon. Un peu modeste, n'est-ce pas? Mais en même temps, tu as toujours été très pragmatique. » Avant que je puisse digérer la piqûre de ces mots, elle a tourné la tête. « Anna, descends. As-tu choisi le velours ou la soie pour cette cassette d'audition ?» Ce fut là toute l'étendue de leur enthousiasme. Au cours des 18 mois suivants de planification du mariage, l'implication de ma famille n'a pas été seulement nulle. Elle a été activement préjudiciable. Liam et moi avons payé l'intégralité du mariage nous-mêmes. Quand j'ai gentiment demandé à mes parents s'ils envisageraient d'aider avec les frais de traiteur, ma mère a soupiré lourdement, me regardant comme si je lui avais demandé de prélever l'un de ses organes. « Claire, tu sais que nous finançons entièrement le déménagement d'Anna à Los Angeles, a dit Barbara en ajustant son coûteux foulard en soie. Nous investissons dans sa marque. Elle est à un tournant crucial de sa carrière. Toi et Liam avez des salaires stables. Vous n'avez pas besoin de notre aide. » La carrière d'Anna consistait à publier des photos lourdement retouchées d'elle-même tenant des t-shirts détox. Mais aux yeux de mes parents, elle était sur le point de devenir une star d'Hollywood. J'ai ravalé ma fierté. J'ai acheté une belle robe simple en dentelle, prête à porter. La mère de Liam, Suzanne, est intervenue pour m'aider avec les arrangements floraux, pleurant à chaudes larmes lorsque j'ai essayé ma robe pour la première fois. « Tu ressembles à un ange, Claire » avait dit Suzanne, ses mains tremblant en ajustant mon voile. J'ai pleuré aussi, réalisant à quel point j'étais affamé de l'affection sincère d'une mère. La date du mariage était fixée au 14 octobre. Les faire-part de réservation de date ont été envoyés 9 mois à l'avance. Les invitations formelles ont été envoyées 3 mois à l'avance. Les signes avant-coureurs étaient flagrants, mais j'étais aveuglé par un espoir désespéré et pathétique que le jour de mon mariage,
juste pour 24 heures, je pourrais être la priorité de ma famille. J'ai ignoré le fait qu'Anna ait renoncé à être ma demoiselle d'honneur parce que la robe vert sauge ternissait son teint. J'ai ignoré le fait que mon père ait manqué le dîner de répétition le 13 octobre parce qu'Anna piquait une crise à propos de la plomberie de son appartement et qu'il avait dû prendre l'avion pour la Californie pour s'occuper du propriétaire. Il prendra le vol de nuit pour rentrer ce soir, m'avait promis ma mère au téléphone, l'air agacé que je pose même la question. Nous serons à l'église demain à midi. Claire, arrête de stresser. C'est mauvais pour ta peau. Je me suis endormi la veille de mon mariage avec un nœud dans l'estomac, priant un Dieu auquel je n'avais pas parlé depuis des années pour qu'il se présente, tout simplement. Le 14 octobre s'est levé, frais et magnifique. Les feuilles d'automne devant la suite nuptiale formaient une brillante cascade d'or et de pourpre. À 10 heures, ma coiffure et mon maquillage étaient terminés. Suzanne et la sœur de Liam, Bridget, s'affairaient autour de ma traîne, versant du champagne et jouant de la musique entraînante pour maintenir une bonne énergie. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur battait la chamade contre mes côtes, pour ensuite s'effondrer quand je voyais que ce n'était qu'un fournisseur confirmant une livraison. À 12h30, le nœud dans mon estomac s'était resserré en une spirale suffocante. « As-tu eu des nouvelles de ta mère » a demandé doucement Bridget en me tendant un verre d'eau. J'ai secoué la tête, prenant mon téléphone sur la coiffeuse. J'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné 2 fois et est allé directement à la messagerie vocale. « Bonjour, c'est Barbara. Laissez un message. » J'ai composé le numéro de mon père. Messagerie vocale. J'ai composé le numéro d'Anna. Messagerie vocale. La panique a commencé à s'installer. Y avait-il eu un accident? Le vol de nuit de mon père s'était-il écrasé? Mon esprit a parcouru des scénarios horribles, justifiant leur silence par une tragédie parce que l'alternative était tout simplement trop dévastatrice à accepter. À 13h30, l'organisatrice du mariage, une femme vive nommée Valérie, a frappé à la porte. Son visage était un masque de sang-froid professionnel, mais ses yeux trahissaient une profonde pitié. « Claire, ma chérie, le côté du marié est entièrement assis. Mais votre côté, elle a hésité. Avez-vous de la famille élargie qui arrive en retard? Non, ai-je murmuré. Il n'y a que mes parents et ma sœur. Aucune de mes tantes ou oncles n'a pu venir. D'accord, a dit doucement Valérie. Eh bien, nous pouvons retarder de 15 minutes, mais le prêtre a une autre messe à 16h. À 14h15, la musique a commencé. Je me tenais à l'arrière du vestibule. J'avais rêvé de ce moment depuis que j'étais une petite fille. J'avais imaginé mon père dans son costume sur mesure, les yeux embués de larmes, m'offrant son bras pour me conduire vers l'homme que j'aimais. Au lieu de cela, je me tenais seul, serrant mon bouquet de roses blanches si fort que les épines transperçaient le ruban et mordaient mes paumes. « Je peux t'accompagner » Claire a offert Suzanne, se précipitant à mes côtés, le visage rouge d'une indignation silencieuse en mon nom. « Non, ai-je dit. » Ma voix semblait creuse, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. « Je le ferai moi-même. » Les lourdes portes en bois se sont ouvertes. Le quatuor à cordes jouait le canon en ré majeur. Je me suis avancé dans l'allée. L'église était magnifique, baignée dans la douce lumière des vitraux de l'après-midi. Mais en avançant, mes yeux se sont involontairement tournés vers le côté gauche de l'allée. Premier rang, vide. Deuxième rang, vide. Troisième rang, vide. Un silence collectif et inconfortable semblait émaner de la famille de Liam à droite. J'ai vu Liam debout à l'autel. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé en un magnifique sourire larmoyant. Mais alors que ses yeux se posaient sur l'espace vide où ma famille aurait dû se tenir, j'ai vu sa mâchoire se crisper. Il savait. Nous avons traversé la cérémonie. J'ai prononcé mes vœux d'une voix stable, mais mon âme avait l'impression d'avoir été évidée avec un couteau à découper. Le baiser, les applaudissements, la descente de l'allée. Tout était flou. Je fonctionnais en pilote automatique, un fantôme à mon propre mariage. Quand nous nous sommes enfin échappés dans la suite nuptiale avant la réception, je me suis effondré sur le canapé en velours. Liam s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains. « Claire, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ils sont morts, ai-je murmuré, fixant le mur d'un air absent. Liam, ils ont dû avoir un accident. C'est la seule explication.
Le vol de mon père. J'ai vérifié les registres de vol pendant que tu te faisais attacher ta robe, a dit doucement Liam, ses pouces traçant des cercles sur mes jointures. Le vol de nuit a atterri à Jouefka à 6 heures du matin, sans encombre. Je me suis figé. Je lui ai retiré mes mains et j'ai attrapé mon téléphone. Mes doigts tremblaient alors que je contournais mon journal d'appel et ouvrais Instagram. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Un sentiment instinctif et malsain m'a guidé directement vers le profil d'Anna. Il y avait un cercle lumineux autour de sa photo de profil. Une nouvelle story. J'ai tapé dessus. L'écran s'est rempli du soleil éclatant de la Californie. Anna se tenait sur une falaise à Malibu, vêtue d'une robe rouge vaporeuse, l'océan s'étendant derrière elle. Un photographe prenait des clichés en rafale. La caméra a balayé les alentours, tenue par quelqu'un en coulisses. « Oh mon Dieu, regarde ma magnifique fille », a crié la voix de ma mère depuis le haut-parleur du téléphone. La caméra s'est retournée pour montrer ma mère portant des lunettes de soleil de marque, tenant un café glacé. À côté d'elle se tenait mon père, tenant un grand parapluie réflecteur argenté, souriant fièrement. Un texte superposé à la vidéo disait « Grosse séance photo pour une campagne aujourd'hui. Tellement béni d'avoir mes incroyables parents qui ont pris l'avion pour me surprendre sur le plateau. Le meilleur système de soutien qui soit. » L'horodatage indiquait « Il y a 3 heures. » Pendant que j'enfilais ma robe de mariée, m'inquiétant pour leur sécurité, mon père n'était pas en train de monter dans un vol de nuit. Il était resté en Californie. Ma mère n'était pas coincée dans les embouteillages. Elle avait pris un vol pour Los Angeles hier, abandonnant complètement mon mariage pour aller regarder ma sœur se faire photographier pour un sponsor de boissons énergisantes. Il n'avait pas oublié la date. Il s'en fichait, tout simplement. « Laisse-moi voir », a demandé doucement Liam. Je lui ai tendu le téléphone. J'ai vu son visage passer d'une profonde tristesse à une rage froide et terrifiante. Il s'est levé, sortant son propre téléphone de la poche de son smoking. « Je les appelle. Je les appelle, et je vais verbalement les démolir. » « Non », ai-je dit. Ma voix ne tremblait plus. Les larmes qui menaçaient de couler tout le matin se sont instantanément taries. Un étrange calme glacial m'a envahi. C'était le son d'une chaîne de toute une vie qui se brisait enfin. Liam s'est arrêté, me regardant avec surprise. « Claire, ils ont littéralement abandonné ton mariage pour une séance photo. »« Je sais », ai-je dit en me levant et en lissant le devant de ma robe de dentelle blanche. Je me suis regardé dans le miroir en pied. J'étais belle. Je ressemblais à une femme qui avait un mari qui l'adorait, une nouvelle famille qui l'attendait dans la salle de réception, qui voulait vraiment la célébrer. Je ressemblais à une femme qui n'avait plus de parents ni de sœurs. « Ne les appelle pas », ai-je ordonné à Liam, en enfilant mes talons. « Ne leur envoie pas de message. Ne les bloque pas encore. Laisse faire. Laisse faire. » Liam a froncé les sourcils, se rapprochant. « Claire, tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. »« Ce n'est pas ce que je fais », ai-je dit en me tournant pour regarder mon mari. Un sourire froid et dur a effleuré mes lèvres. Ils ont voulu donner la priorité à une séance photo plutôt qu'au jour de mon mariage. Très bien. Mais ils ne s'en remettront pas. Ils n'auront pas l'occasion de s'excuser quand ils réaliseront à quel point c'est mal vu. Je vais m'assurer que le temps qu'ils se souviennent qu'ils ont une autre fille, elle n'existera plus pour eux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon bouquet et j'ai regardé la porte. Maintenant, allons couper notre gâteau. Nous avons une lune de miel à préparer et une disparition à planifier. La réception fut une classe de maître en compartimentation. J'ai dansé. J'ai bu du champagne, et j'ai souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal, m'immergeant complètement dans la chaleur de la famille de Liam et de nos amis. Quand les gens demandaient où étaient mes parents, la sœur de Liam, Bridget, que son cœur soit béni, a fait diversion. Elle a inventé sans effort un vague mensonge sur une urgence médicale soudaine et grave sur la côte ouest, avec un air si grave que personne n'a osé poser de questions supplémentaires. Quand nous sommes finalement retournés à notre chambre d'hôtel cette nuit-là, l'adrénaline s'est évaporée, laissant derrière elle un épuisement profond et creux. Je me suis assise sur le bord du lit dans mon peignoir en soie, fixant mon téléphone. À 23h45, un message est finalement arrivé. Ce n'était pas de mon père. C'était de ma mère, Barbara. « Salut, ma chérie. Tellement épuisée. La séance d'Anna a duré plus longtemps que prévu,
mais les photos vont paraître dans un vrai magazine. Tellement fier d'elle. N'avais-tu pas ton petit truc à l'église aujourd'hui, ou c'est le week-end prochain? Je perds le fil de mon calendrier ces derniers temps. Je t'aime. Appelle-moi demain pour qu'on te raconte tout sur Malibu. Elle ne savait même pas si mon mariage était aujourd'hui ou le week-end prochain. Le petit truc à l'église. Liam a lu le message par-dessus mon épaule. J'ai senti sa poitrine se gonfler d'une inspiration brusque. Donne-moi le téléphone, Claire. Je vais ruiner sa vie. Non, ai-je dit doucement, en verrouillant l'écran et en jetant le téléphone sur la table de chevet. Elle a déjà ruiné la mienne. Je ne vais pas lui donner la satisfaction de ma colère. La colère signifie que je me soucie encore. La colère signifie qu'elle a encore du pouvoir sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Liam, en enroulant ses bras autour de mes épaules et en me serrant contre sa poitrine. Nous disparaissons. Ce n'était pas une décision mélodramatique soudaine prise dans le feu de l'action. Un membre gangrené. Nous avons passé 2 semaines glorieuses en Grèce. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas passé une seule seconde à me demander si ma mère critiquait mes choix ou si ma sœur complotait pour me voler la vedette. J'étais juste Claire, la femme de Liam. À notre retour dans notre ville natale, le vrai travail a commencé. Le cabinet d'ingénierie de Liam, Harrison & Caldwell, était en pleine expansion. Son patron, un homme brillant et pragmatique nommé David Harrison, poussait Liam depuis des mois à être transféré à leur nouvelle succursale de Boston. Liam avait initialement refusé parce que je voulais rester près de ma famille. L'ironie était suffocante. Le 2e jour de notre retour, Liam est entré dans le bureau de David et a accepté le poste à Boston. Nous avons déménagé avec une rapidité qui nous a même surpris. Nous avons mis en vente notre appartement, le vendant au comptant à un jeune couple enthousiaste. En une semaine, j'ai soumis ma démission à l'agence de marketing où je travaillais, choisissant de passer à la consultation en freelance pour pouvoir travailler de n'importe où. Pendant ces 6 semaines frénétiques de carton et de signature de papier, mes parents ont finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Mais ils ne sont pas venus à notre appartement. Ils n'ont pas fait les 45 minutes de route depuis leur manoir de banlieue pour voir si j'étais en vie. Au lieu de cela, la prise de conscience s'est faite par des sources secondaires. Suzanne, la mère de Liam, m'a appelé un mardi après-midi alors que j'emballais la cuisine. « Claire, ma chérie, a dit Suzanne, la voix tendue d'indignation. Ta mère vient de m'appeler. Elle voulait savoir pourquoi tu ne répondais pas à ses messages concernant le lancement de la nouvelle marque d'Anna. Elle m'a carrément demandé si tu faisais un caprice à propos du mariage. » J'ai serré fermement le dévidoir de ruban adhésif. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Suzanne ? » Je lui ai dit que ma belle-fille était trop occupée à se construire une vie belle et réussie pour entretenir les délires d'une femme qui a abandonné sa propre chair et son propre sang le jour de son mariage, a dit Suzanne, la voix tremblante d'une rage protectrice. Puis je lui ai raccroché au nez et j'ai bloqué son numéro comme tu me l'as demandé. Toute la famille de Liam les a bloqués. Merci, Suzanne. Est-ce que ça va, ma chérie? Je n'ai jamais été aussi bien, ai-je répondu. Et je le pensais. À Thanksgiving, Liam et moi étions officiellement résidents de Boston, Massachusetts. Nous avons acheté une magnifique maison de ville historique à Beacon Hill. Nous avons changé nos numéros de téléphone portable, nous assurant que les seules personnes qui avaient les nouveaux numéros étaient la famille de Liam et nos amis les plus proches et de confiance. Tous avaient juré un secret absolu. Pour Barbara, Richard et Anna, Claire avait tout simplement cessé d'exister. J'étais un fantôme. 2 ans et demi ont passé. Ce furent les années les plus paisibles et les plus joyeuses de ma vie. J'ai monté une entreprise de marketing en freelance très prospère.
Liam a été promu directeur régional de son cabinet. Et plus important encore, j'étais enceinte de 6 mois de notre premier enfant, une petite fille que nous comptions appeler Amélia. J'avais passé 2 ans à démêler les nœuds psychologiques que ma famille m'avait fait. J'ai suivi une thérapie. J'ai appris que ma valeur n'était pas dictée par la capacité d'attention de ma mère ou le portefeuille de mon père. J'étais guéri, ou du moins aussi guéri qu'on peut l'être avec une cicatrice aussi profonde. Mais l'univers, comme il s'avère, a un sens de l'ironie incroyablement aiguisé. Et la facture pour le comportement de ma famille arrivait enfin à échéance. J'étais assise dans mon bureau à domicile un mardi après-midi pluvieux, examinant le portefeuille d'un client, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais aucun colis et Liam était au bureau. Je me suis dandiné jusqu'en bas des escaliers, posant une main sur mon ventre gonflé, et j'ai regardé par le Judas. Mon sang s'est glacé. Sur mon Porsche, l'air hagard, grisonnant, et complètement déplacé dans notre quartier huppé de Boston, se tenaient mes parents, Barbara et Richard. Mon instinct immédiat a été de prétendre que je n'étais pas à la maison. Mais en regardant mon père appuyer frénétiquement sur la sonnette à nouveau, les épaules affaissées de défaite, l'ancienne Claire, l'ombre terrifiée en quête d'approbation, est morte entièrement. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la lourde porte en chêne. Ils m'ont dévisagé, ou plutôt, ils ont dévisagé mon ventre. Claire a haleté ma mère, sa main volant à sa bouche. Elle avait l'air terrible. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un trench coat bon marché et froissé. Ses cheveux, habituellement parfaitement méchés, montraient des racines grises apparentes. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. La posture confiante et arrogante était complètement brisée. Tu es enceinte. Comment m'avez-vous trouvé, ai-je demandé. Ma voix était étrangement calme, dépourvue de toute chaleur ou bienvenue. Mon père a dégluti difficilement. Nous avons engagé un détective privé. Ça a pris des mois, Claire. Tu t'es complètement effacée. Ton ancien propriétaire a dit que tu avais vendu l'appartement. Ton ancien travail ne voulait rien nous dire. La mère de Liam a menacé d'appeler la police quand je me suis présenté chez elle. Bien joué, Suzanne, ai-je dit d'un ton égal. Je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Je me suis tenu fermement dans l'embrasure de la porte, bloquant leur entrée. Pourquoi es-tu ici, Richard? L'utilisation de son prénom l'a fait tressaillir. Claire, s'il te plaît, nous devons entrer. Nous devons te parler. C'est à propos d'Anna. Bien sûr que ça l'était. C'était toujours à propos d'Anna. Anna n'est pas mon problème, ai-je dit, en me préparant à fermer la porte. Elle va en prison, Claire, a soudainement hurlé ma mère, éclatant en larmes sincères et laides. Ce n'étaient pas les pleurs théâtraux qu'elle utilisait pour manipuler mon père. C'était la panique brute et gutturale d'une femme dont le monde s'effondrait. J'ai fait une pause, ma main reposant sur la poignée de porte en laiton. Quoi? Mon père a pris une inspiration tremblante, baissant les yeux sur ses chaussures éraflées. Le truc de l'influenceuse. Ce n'était pas vrai, Claire. Elle falsifiait des sponsorings. Elle a pris des centaines de milliers d'euros à des investisseurs pour une ligne de cosmétiques qui n'a jamais existé. Elle a utilisé notre maison comme garantie. Elle a imité ma signature sur les documents de prêt. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et suppliants. La banque a saisi notre maison le mois dernier, Claire, nous n'avons plus rien. Nous vivons dans un motel 6. Anna fait face à des accusations fédérales de fraude électronique. Les frais de justice. Nous sommes complètement en faillite. Le retournement de situation était presque cinématographique. L'enfant prodige avait réduit leur empire en cendres. L'investissement qu'ils avaient privilégié à mon mariage les avait ruinés, non seulement financièrement, mais aussi moralement et légalement. Cela semble être une situation terrible, ai-je dit, ma voix aussi détachée que si je lisais un bulletin météorologique. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Claire, tu dois nous aider, a sangloté Barbara, s'avançant et tendant la main vers mon bras. J'ai reculé brusquement, hors de sa portée. Nous n'avons nulle part où aller. Nous savons que Liam gagne bien sa vie. Nous savons que tu t'en sors bien. Regarde cette maison. Tu dois nous héberger, juste jusqu'à la fin du procès. Tu es notre fille. Le suis-je? J'ai incliné la tête, étudiant les étrangers désespérés sur mon Porsche.
bien sûr que tu le es, a plaidé mon père. La famille s'entraide, Claire. Nous avons fait des erreurs, d'accord? Nous étions aveuglés par le potentiel d'Anna et nous t'avons prise pour acquise. Mais nous sommes tes parents. Mes parents sont morts il y a 2 ans et demi, ai-je dit doucement, la certitude absolue de mes mots résonnant dans l'air humide de Boston. Ils se sont tous les deux figés, me regardant dans un silence horrifié. Ils sont morts le 14 octobre, ai-je continué, regardant directement le visage strié de larmes de ma mère. Ils ont eu un terrible et tragique accident où ils sont montés à bord d'un vol pour Los Angeles pour tenir un parapluie réflecteur au lieu de conduire leur fille à l'hôtel. Je les ai pleurés. Je les ai enterrés et j'ai tourné la page. Claire, s'il te plaît. Ce n'était qu'un jour, a commencé à supplier ma mère. Ce n'était pas un jour, Barbara, ai-je interrompu, ma voix se durcissant enfin avec une fraction de l'acier que j'avais forgé au cours des 2 dernières années. C'était 26 ans. 26 ans à être invisible. Le mariage n'était que la touche finale. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi votre investissement. Et maintenant, votre investissement est en faillite. Et vous voulez encaisser le filet de sécurité que vous avez jeté à la poubelle. J'ai posé ma main protectrice sur mon ventre. Je suis en train de construire une famille à l'intérieur de cette maison. Une vraie famille où une fille n'aura jamais, jamais à se demander si ses parents l'aiment. Vous n'en faites pas partie. Vous ne reverrez jamais mon mari. Vous ne rencontrerez jamais mon enfant. Vous êtes toxique. Vous êtes égoïste. Et vous êtes des étrangers pour moi. Tu ne peux pas nous laisser à la rue comme ça, a crié mon père, la colère perçant enfin à travers son désespoir. Nous t'avons donné la vie. Et je suis enfin en train de la vivre, ai-je répondu. Ne revenez plus jamais dans cette maison. Si je vous vois, ou si je vois ce détective privé près de ma propriété, je vous ferai arrêter pour violation de propriété et harcèlement. Au revoir, Richard. Au revoir, Barbara. Je suis rentré dans ma belle et chaleureuse maison et j'ai fermement tiré la lourde porte en chêne. J'ai écouté le peine dormant s'enclencher avec un bruit sourd, final et satisfaisant. Dehors, j'entendais ma mère se lamenter, ses poings frappant faiblement le bois pendant quelques minutes avant que mon père ne l'entraîne finalement. Je les ai regardés par la fenêtre descendre lentement la rue pavée et humide, 2 personnes brisées qui avaient tout sacrifié pour une illusion, pour se retrouver finalement avec absolument rien. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau fraîche, et j'ai souri en sentant un léger coup de pied contre mes côtes. Liam serait à la maison dans 1 heure, et nous avions une chambre d'enfant à finir de peindre. S'éloigner de sa famille est un tabou que la société pardonne rarement. Mais parfois, la seule façon de survivre à un bâtiment en feu est d'arrêter d'essayer de sauver les personnes qui ont allumé l'incendie. J'ai échangé mon histoire toxique contre un avenir paisible. Ma fille grandira en sachant que l'amour est une action constante, pas une transaction de convenance. Et je suis finalement sorti de l'ombre pour entrer dans la lumière.